Bonsoir. Ce que je propose de faire, c'est d'essayer d'évoquer ce qu'a pu être et ce que peut être dans la pensée l'expérience de l'arc, du tir à l'arc de chasse. Il faudrait évidemment dire quelque chose qui précède, c'est-à-dire pourquoi un philosophe, un écrivain se met à faire du tir à l'arc, et qui plus est de chasse. Je vais le faire rapidement parce que ce n'est pas peut-être d'un très très grand intérêt, encore que, mais bon, ça pourrait être long. Mais d'abord, je vais dire le contenu de cela, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette expérience. Disons que pour la qualifier, j'aurais tendance à dire que c'est une expérience intérieure, donc de quelque chose de l'ordre de l'intérieur de soi, qui est également une expérience de ce que c'est que la pensée en nous. Mais de plus, cette expérience passe par l'extérieur, c'est-à-dire par justement le maniement de l'arc, la visée et le tir et la chasse. La chasse, peut-être un mot un peu, comment dire, un peu déplacé. Il faut peut-être resserrer les choses et dire qu'est-ce que c'est que tuer avec un arc. Mais qu'est-ce que c'est immédiatement que manger? Ça pose ces deux questions simultanément. Questions qui ne sont plus très familières de l'époque, puisqu'il semble-t-il, j'y reviendrai tout à l'heure, le fait de tuer et le fait de manger se sont visiblement excessivement dissociés. Alors, en gros, ça veut dire que par l'utilisation d'un arc, je vais en arriver à des choses qui sont des considérations, des vues sur le panorama de nos questions habituelles. L'homme, l'animal, donner la mort, manger, la pensée, la matière du monde, nous comme matière, nous dans le monde, etc. Enfin, des choses qui sont généralement des grosses questions lourdes. Là, elles ne vont pas être traitées de manière, j'espère, trop lourde. En tout cas, elles seront traitées par l'arc ou avec l'arc ou de par l'arc. Alors, avant tout cela, je vais vous lire un texte qui n'est peut-être pas connu de beaucoup, mais que je trouve tout à fait bien à sa place pour commencer ce propos, parce qu'il va vous sembler étrange de commencer par cela, mais à la fin de mon propos, ça vous semblera beaucoup moins étrange qu'on ait commencé par cet exercice de logique de Cyrano de Bergerac. Donc je vais lire ce texte, et ensuite je passerai à l'expérience de l'arc proprement dite. Pour commencer, donc, je suppose que vous mangiez un mahométan. Vous le convertissez, par conséquent, en votre substance, n'est-ce pas? Ce mahométan digéré se change partie en chair, partie en sang, partie en sperme. Vous embrassez votre femme et de la semence, tirée tout entière du cadavre mahométan, vous jetez en moule un beau petit chrétien. Je demande, le mahométan aura-t-il son corps? Si la terre lui rend, le petit chrétien n'aura pas le sien, puisqu'il n'est tout entier qu'une partie de celui du mahométan. Si vous me dites que le petit chrétien aura le sien, Dieu dérobera donc au mahométan ce que le petit chrétien n'a reçu que de celui du mahométan. Ainsi, il faut absolument que l'un ou l'autre manque de corps. Vous me répondrez peut-être que Dieu reproduira de la matière pour suppléer à celui qui n'en aura pas assez. Oui, mais une autre difficulté nous arrête. C'est que le mahométan, damné ressuscitant, et Dieu lui fournissant un corps tout neuf à cause du sien que le chrétien lui a volé, comme le corps tout seul, comme l'âme toute seule ne fait pas l'homme, mais l'un et l'autre joints en un seul sujet, et comme le corps et l'âme sont parties aussi intégrantes de l'homme l'une que l'autre, si Dieu pétrit à ce mahométan un autre corps que le sien, ce n'est plus le même individu. Ainsi, Dieu damne un autre homme que celui qui a mérité l'enfer. Ainsi, ce corps a paillardé, ce corps a criminellement abusé de tous ses sens, et Dieu, pour châtier ce corps, en jette un autre au feu, lequel est vierge, lequel est pur, et qui n'a jamais prêté ses organes à l'opération du moindre crime. Et ce qui sera encore bien ridicule, c'est que ce corps aurait mérité l'enfer et le paradis tout ensemble, car en tant que mahométan, il doit être damné, en tant que chrétien, il doit être sauvé, de sorte que Dieu ne le saurait mettre en paradis, qu'il ne soit injuste, récompensant de la gloire la damnation qu'il avait méritée, comme mahométan, et ne le peut aussi jeter en enfer,
qu'il ne soit injuste aussi, récompensant de la mort éternelle et de la béatitude qu'il avait méritée comme chrétien. Il faut donc, s'il veut être équitable, qu'il damne et qu'il sauve éternellement cet homme-là. Donc, la première chose, c'est un arc. Un arc, c'est celui-là. Celui-là, c'est un des miens, mais c'est l'arc dont je me sers, celui dont je parle. C'est un arc de chasse, un recurve, fabriqué aux États-Unis, sur les leçons des Cheyennes, essentiellement, ou des Indiens des Grandes Plaines, des Kiowa. Bon. Actuellement, on les fait comme ça, avec des techniques assez anciennes et des matériaux relativement, disons, innovants, comme on dit. Voilà. Après, il y a tout ce qui sert, tout ce qui est le matériel qui va avec un arc. Je dis ça parce que c'est important, puisqu'il est là. Ça, c'est une flèche de chasse. Voilà. Donc, on n'aura pas à y revenir. C'est une pointe de chasse, c'est une pointe faite pour tuer. Et cette flèche aussi. Donc, un jour, vous vous trouvez avec une gêne dans l'épaule qui suit une opération un peu longue, un peu pénible pour un accident ridicule, qui est s'être brisé l'épaule de manière tout à fait ridicule. Et bon, ça ne change rien au résultat, mais bon, vous vous trouvez comme ça avec une gêne dans l'épaule suite à cette opération. Il a fallu recoudre des trucs, des ligaments, des filaments, tout ce que vous voudrez. Et il y a cette chose-là. Alors, comme certains réclament de pouvoir s'exprimer pour pouvoir se décharger de quelque chose qui est lourd, moi, je réclamais en moi un geste, quelque chose qui pourrait soulager cette chose-là, mais qui soit un geste, mon propre geste. Et voilà, je suis un peu par hasard tombé dans un magasin, une sorte de grande surface de sport, absolument inqualifiable. Je suis tombé sur un arc. Je n'avais jamais remarqué qu'on vendait des arcs. Et je me suis rendu compte ce jour-là. Comme j'avais un peu d'argent, j'ai acheté cet arc qui était de très mauvaise qualité. Mais qu'importe, je suis parti avec ça et je me suis dit, ça, c'est le geste. Voilà. Bien avant, dans les années 70, exactement en 73 ou 74 peut-être, cette année-là, j'avais lu d'un certain Eugène Érigel la traduction en français d'un livre qui s'appelle « Le zen dans le traité ou dans l'art chevaleresque du tir à l'arc ». Eugène Érigel donc, avait été traduit dans les années 70, en 73, et c'est ainsi qu'on a pu le lire en France, mais on ne s'était pas empressé de le faire lire, pas parce que ce livre n'était pas intéressant, au contraire, c'est un livre vraiment extraordinaire, enfin, à bien des égards, il a marqué vraiment beaucoup de monde, y compris dans les beaux-arts d'ailleurs, et moi comme d'autres, d'ailleurs je m'en suis servi aussi pour transmettre quelque chose dans l'ordre du geste dans les écoles d'art. Eugène Érigel, tout simplement, a adhéré sans aucune réserve au Parti national-socialiste. Il était allemand, philosophe allemand, et il est mort d'ailleurs dans l'infamie la plus totale, ce qui fait qu'on n'a pas traduit ce livre. Ce livre n'a absolument rien à voir avec l'idéologie nazie. Il est le livre d'un philosophe, un jeune philosophe allemand qui doit aller passer un doctorat sur un sujet tout à fait particulier. Comment penser les philosophies orientales dans la philosophie occidentale. Il se rend donc au Japon, il a une bourse pour ça, et là-bas, il questionne quelques collègues philosophes de l'université de Tokyo et dit ben voilà, je voudrais donc approcher avec les moyens de la philosophie occidentale les particularités de la philosophie orientale. Et ses collègues lui disent ça paraît absolument impossible. Ça nous paraît totalement impossible. Le mieux serait peut-être de se familiariser avec l'essence même de la philosophie orientale. Et ils lui disent peut-être le mieux serait que tu apprennes le tir à l'arc, le Kyodo. D'abord, il pense que c'est une façon de se moquer de lui, enfin de se moquer de la lourdeur de la philosophie allemande et occidentale. Il prend quand même rendez-vous avec un maître d'arc, et le livre va raconter donc cet apprentissage. Le livre va raconter surtout l'extraordinaire étonnement de Érigel, mais surtout parfois son dépit, parfois sa colère, parfois son incompréhension de ce qui se passe, et également les résultats auxquels il parvient et qui sont particulièrement troublants. Voilà, donc il ne fera pas une thèse sur la philosophie orientale pensée depuis Kant et Hegel, il fera tout à fait autre chose, mais il écrira ce tout petit livre qui s'appelle donc le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc,
et dans lequel il raconte cette expérience. J'avais lu ça dans les années 70, et quand je suis parti avec ce nouvel arc que je venais d'acheter, en croc, sur les terres là-bas, un peu désertes, pour faire de mal à personne, avec un mauvais carton pour essayer de voir ce que ça allait donner, de tirer avec ça, parce que sans doute j'étais déjà extrêmement disposé à vivre ça intégralement et pas comme ça, comment dire, comme un à côté. Et voilà, j'ai là senti quelque chose qui effectivement est ce qu'essaye de raconter Érigel. Bon, c'est pas exactement cette chose-là, donc je vais en parler évidemment de cette chose. D'ailleurs, elle s'appelle, chez les Japonais aussi, on appelle ça un quelque chose, parce qu'on n'arrive pas à le nommer, que c'est peut-être pas très bien de le nommer, qu'il n'y a aucun intérêt à le nommer. Mais c'est à partir de cette expérience de ce quelque chose, les quelques écarts auxquels ça peut nous conduire dans la pensée de ces choses si générales dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voulais donc commencer par ça, c'est-à-dire le fait de tenir un arc, celui-ci, mettons, vous voyez, une poignée, etc. Le fait de tenir un arc dans sa main, pour peu, alors évidemment, celui-là est un arc extrêmement pas sophistiqué, mais d'une très grande qualité, donc c'est un arc, vous voyez, qui a un système assez complexe de tension, mais il y a deux choses tout à coup qui sont frappantes dans l'usage de l'arc. La première, c'est que c'est un jeu combiné de forces, donc vous avez 1, 2, 3, 4 courbes dont les élasticités se combinent, avec un endroit qui est rigide qui s'appelle la poignée, et puis vous avez une autre partie qui est à la fois élastique, c'est le corps humain, et l'arme qu'on appelle l'arc n'est pas que ce morceau de bois avec une corde. C'est un être humain plus ce morceau de bois avec la corde, et c'est un ensemble de forces qui se combinent pour aboutir à un lâcher, le lâcher de la flèche, ce qu'on appelle la décoche, et à ce moment-là, il se produit quelque chose d'un peu particulier qui est que l'association, où on s'était retrouvé, presque une association presque organique avec l'arc, donc se trouve lâché, ça fait un effet tout à fait étrange, mais ce n'est pas suffisant pour qualifier le quelque chose. C'est déjà un petit début. Mais c'est avec ça qu'on commence à se dire que quelque chose d'étrange se produit avec cet objet. La chose étrange, c'est que c'est une arme. Et que cette arme a à peu près 20 000 ans d'âge, d'après ce qu'on en sait. C'est difficile d'en savoir quoi que ce soit de plus, parce que comme c'est une arme en bois, évidemment, au-delà de 20 000 ans, il n'y a pas beaucoup de restes qui permettent de nous dire. Mais aux flèches d'onyx, d'obsidienne, de silex, on a pu comprendre que les arcs, en tout cas, avaient à peu près 20 000 ans et qui sont apparus à maints endroits sur la Terre sans pour autant avoir besoin de se connecter, de se raconter ou de se changer des techniques. Donc l'arc, tenir un arc en main, c'est pas un instrument seulement comme on voit aux Jeux Olympiques. Enfin, vous voyez bien que ça diffère quand même, c'est pas du tout le même genre d'instrument. Mais c'est une arme, et c'est une arme avec laquelle les hommes ont vécu et avec laquelle ils ont tué aussi. C'est-à-dire c'est une arme à la fois de guerre et à la fois une arme de chasse qui a permis de vivre, qui a été largement, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge, a été donc le principal instrument pour se procurer de la viande. Héraclite disait là-dessus une chose tout à fait, tout à fait étonnante. Il dit un seul mot pour dire la vie et dire la mort en grec. La vie, en grec, c'est bio. Ça, on sait aujourd'hui parce que le vraiment biodiversité, bio ceci, bio cela. Mais la mort, c'est-à-dire ce qu'il appelle la mort, c'est l'arc. Et l'arc, en grec, ça se dit bio, avec un i accentué long. Héraclite faisait déjà cette remarque, que l'arc servait à la fois à tuer et à faire vivre. Et que donc cet instrument avait quelque chose d'infiniment particulier. Et que tenir un arc à la main, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un jouet, c'est pas non plus un instrument de sport, ça a une histoire extrêmement chargée. Voilà, pour peu qu'on y soit disposé, c'était mon cas. Donc, me sentant disposé à vivre ce que c'est qu'un arc, je me suis porté après à m'être entraîné longtemps au tir, et je vais vous en parler parce que le tir est une chose incroyablement complexe à l'arc. Je me suis disposé à suivre l'arc. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui à ce moment-là, ai cherché à imposer, à m'imposer, je ne sais quelle expérience. C'est en laissant faire cette chose-là, c'est-à-dire une arme avec des flèches comme ça. Bon, ça, c'est pas une flèche d'entraînement, c'est une flèche de chasse. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'arc et de cette expérience. Et cette expérience, donc, c'est l'arc comme bio, la vie comme la mort. Ça tombait bien,
parce que, comme beaucoup, j'avais remarqué, non et pas sans exaspération, qu'on dissociait très facilement, chez Walt Disney, mais aussi dans les supermarchés, la mort et la viande. Vous voyez, c'est-à-dire que donc la viande, c'est ce machin qui est dans une barquette avec un préservatif par-dessus. Il n'y a pas de meurtre là-dedans, il y a très peu de sang, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de processus, il n'y a pas d'antériorité. On ne sait pas d'où ça vient, ça descend, virginal, du ciel, avec une barquette blanche en polystyrène un peu vernissé, noir parfois, ou doré, pour le canard par exemple. Pour le sanglier, c'est plutôt noir. Pour d'autres animaux plus... L'autruche par exemple, c'est souvent rouge vif par exemple. Pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, pour que ça paraisse comme un objet, et pas comme un animal. Et de plus en plus, la viande est un objet. C'est une matière qu'on mange, et c'est pourquoi il semblerait qu'on tolère d'en manger beaucoup, ou en tout cas toujours autant, parce que de moins en moins c'est de la viande. Et donc quelque chose est escamoté là-dedans, c'est la présence de l'animal, et effectivement la nécessité de devoir le tuer pour le manger. Là-dessus, il y a quelque chose, évidemment, pour qui est carnivore, comme c'est mon cas, qui n'est pas trop soutenable. C'est à la fois le dégoût que je pouvais avoir de tuer des animaux, y compris même des escargots, d'ailleurs, ça a commencé comme ça. Même l'idée de débouillanter les escargots m'était devenue difficile. J'aurais pu me prendre pour un être civilisé, quelqu'un de beaucoup plus raffiné qu'auparavant, puisque je ne pouvais plus donner la mort à la moindre bête sur Terre. Eh bien, je l'ai très mal pris, au contraire, et j'ai considéré ça comme une œuvre de dégénérescence profonde qui était en train de m'atteindre, puisque je n'étais plus capable de tuer, donc d'assumer l'intégralité d'un processus, ne serait-ce que sur quelques escargots. On n'est pas obligé de tuer tout ce qu'on mange et de manger tout ce qu'on tue, mais au moins de savoir ce que c'est que cette expérience, et de la vivre profondément. Alors, vivre profondément le fait de tuer, ça, c'est pas une chose bien simple. Tuer à l'arc en est encore une autre, parce qu'il y a des chasseurs qui ont des fusils, tout ça, il y a des gens qui... Bon. La question était plutôt, puisqu'il y a là un hiatus, et que je vois bien qu'il y a un trait de civilisation, qu'il y a toute cette familiarité autour des animaux, cet amour pour les animaux, cette amitié déclarée pour les animaux, toutes ces procédures envoyées à l'UNESCO pour la charte du droit des dauphins, la charte du droit des cétacés, la charte du droit de ceci et de cela, et que tout cela donc est dans un bon entrain, un peu enfant, un peu innocent, et tout ça baigne vraiment dans l'ambiance de Bambi. Je m'étais dit, il y a quelque chose que je ne peux pas trop supporter là-dedans, c'est que j'ai l'impression, franchement, c'est comme le jeu de Bonneto, il y a un truc qui a disparu là-dedans. La mort a disparu. Et seuls les vilains tuent. Alors ils tuent dans les corridas, ils tuent à la chasse, ils tuent parce que... Mais les abattoirs ne sont pas des lieux où on tue. Et ça, c'était très intéressant, que les abattoirs ne soient pas des lieux où on tue. Ce sont des endroits où il n'y a rien. D'abord, personne n'y met les pieds, surtout pas ceux qui mangent. Et en même temps, l'abattoir reste cette espèce d'endroit opaque, fermé, secret, dans lequel s'opère la mort, la mise à mort des bêtes pour transformer le vivant en viande de supermarché. Et c'est évident que les choses ont un petit peu changé, en tout cas depuis mon enfance, des carcasses qu'on voyait à côté du boucher, dans le couloir d'entrée de la boucherie, enfin, l'appartement du boucher, et souvent une carcasse de bœuf. En hiver, souvent, il y avait un cerf ou 2 ou 3 sangliers qui étaient pendus, parfois des chevreuils, etc. Enfin bref, la carcasse, la bête, le sang, la mort, la fourrure, tout ça était présent, et on savait, en mangeant, qu'il y avait un raccord qui se faisait quand même avec l'animal qui court dans les bois, etc. Vous ne trouverez plus tellement de sangliers dans les rues avant Noël, ou tout ça, c'est fini, ça a disparu. Il ne faut pas voir tout ça. Même dans les supermarchés, on ne voit plus que des images d'un troupeau de vaches, et encore on essaye de le rendre, comment dire, pratiquement très vite de contenu. Enfin, on essaie qu'il y ait le moins de détails possible. Le bœuf n'est plus qu'un concept. C'est pas quelque chose qui a une histoire, une présence, etc. Bref, me trouvant un peu en porte-à-faux avec ce monde des peluches, donc où il s'agit toujours de protéger des animaux, etc., je m'étais mis à ironiser, j'ai continué à le faire avec ce livre-là d'ailleurs, mais sur le fait que, par exemple, je disais, si on était vraiment amis avec les animaux, enfin, que les animaux sachent plutôt qu'on n'avait que de l'amitié envers eux, eux qui n'en ont aucune envers nous, si vous prenez par exemple les pigeons, s'ils ne craignaient pas les pigeons, eh bien lorsque vous sortez acheter des croissants, ils vous tomberaient par milliers dessus, vous crèverez les yeux, vous piquerez les croissants, il foutrez le camp.
C'est parce qu'ils nous craignent. Et il y a un rapport qui est justement dans l'intelligence animale que de savoir à qui on a affaire. Alors, ce qui fait que l'histoire donc des amis des animaux, tout ça, qui est quelque chose donc qui actuellement prend une vogue énorme, bon, elle n'est pas sans rapport avec évidemment avec les premières lois émises par le régime nazi. De septembre 1933, c'est quand même la première loi sur la protection des bêtes, alors que l'homme, lui, est toujours coupable, mais pour les nazis, l'animal est innocent. Et ça, on l'entend seriner, mais alors en ce moment aussi, ça n'arrête toujours pas. L'homme est toujours coupable de quelque chose, et l'animal est innocent, il a des grands yeux, s'il pouvait parler, et franchement, il ferait notre procès parce qu'on est dégoûtant, etc. Bon, bref, voilà. Donc, au nom de tout ça, j'avais bien l'instrumentalisation des animaux. D'ailleurs, un autre philosophe de droite, lui, donc, est pourtant relativement estimable, s'appelle Luc Ferry, à un moment, donc, s'est exaspéré de voir que dans les camps de la droite, donc, de la droite parlementaire, je parle, et idéologique, il y avait des gens comme ça qui étaient en train de dire qu'il fallait protéger les animaux, que les hommes sont vraiment des bêtes infâmes, etc. Et il est allé ressortir les fameux textes donc nazis. Enfin, ça a été une catastrophe, quoi. Toute la droite lui est tombée dessus, toute la gauche, tout le monde. Et je me suis dit que c'était très amusant quand on en arrive là et qu'on s'aperçoit que cette question des animaux est une question excessivement névralgique. Mais ce n'est pas la question des animaux qui est derrière, c'est la question de la culpabilité humaine et de qu'est-ce qu'il faut faire passer comme procès à l'homme pour on ne sait quoi. Bon, il suffit d'aller voir Bambi, le roi lion, etc. pour comprendre ce dont il s'agit dans ce procès de l'humain qui évidemment martyrise tout ce qui est innocent et tout ce qui n'a pas la parole. Bien, voilà. Donc, je me dis, il faudrait donc tuer à l'arc. Et cette certitude, elle ne me vient pas du fait que j'en ai envie, loin de là, mais du fait que c'est plus possible de sortir de cette procédure. Donc, avec cet arc-là, j'essaye de voir et de comprendre, en lisant beaucoup, et surtout, ce que peut être tué à l'arc. En lisant ce qui a été récolté chez les Jivaros, les Guaranis, les Indiens Navajo, les Sioux, les Apaches, les Kiowa, les Cheyennes, les Cherokees, enfin, etc. Tout ce que j'ai pu. Comprendre qu'est-ce que ça... Et les Mongols aussi, qui sont des archers extraordinaires. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce processus, comment est le processus à l'arc. Et je comprends une chose qu'en fait je croyais savoir un peu, que vous aussi d'ailleurs vous savez sans doute un peu, c'est que à l'arc, il faut s'approcher très près des bêtes. Donc on ne peut pas tirer comme avec un fusil à lunettes à 300 ou 400, 500 mètres sur une bête qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas, et qui n'est qu'une image. Là, c'est pas une image, c'est un animal, il est très proche. C'est un peu comme le combat d'escrime, bon, c'est un petit peu plus loin, c'est entre 17, disons, et 22 mètres, mais c'est quand même très proche. Donc d'abord, il faut s'approcher, j'en reparlerai tout à l'heure, mais surtout, il y a une présence qui suppose une grande connaissance pour pouvoir s'approcher si près d'un animal. Donc on va tuer un être qu'on connaît, et non pas un être anonyme. Donc il va falloir faire connaissance. Mais en faisant connaissance, on devient de plus en plus aussi cet animal-là. On devient soi-même quelqu'un qui laisse parler à l'intérieur la brousse, si on peut dire, ou qui laisse parler les ombres, la forêt, la lourdeur du temps qui passe dans la forêt, la lenteur, des choses comme ça. Et on devient soi-même un prédateur comme le sont les animaux prédateurs, enfin les animaux tueurs. Pas tous, mais bon. Mais ça veut dire que donc ça, il faut le sentir à l'intérieur de soi. Il faut, je ne dirais pas l'analyser, non, laisser se révéler, voir quelle teinte ça prend, à quoi ça fait écho à l'intérieur de nous, dans notre propre histoire humaine. Et pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas très disposé à tuer, mais qui ne suis toujours pas d'ailleurs, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il faut le faire. Si on veut encore pouvoir manger de la viande, alors il faut être végétarien. Mais ce n'est pas mon cas, je ne peux pas. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Il faut le faire. Il faut connaître cette expérience pour ne pas se défiler. Et surtout pour savoir ce que ça signifie réellement, et pas seulement d'une manière conceptuelle, d'une manière expérimentale, empirique, dont on ne sort pas sans dégâts. Ça, c'est une chose importante. Pas sans dégâts, mais pas non plus sans un certain bonheur. Évidemment, il y a les deux choses. Alors, je disais tout à l'heure qu'une chose est particulière dans l'arc, c'était donc cette espèce de combinaison des forces. Mais il y en a une deuxième, c'est la visée à l'arc. La visée à l'arc est extrêmement particulière. Je vais d'abord lire un tout petit extrait de Érigel, puisque j'en ai parlé, je vais mettre page 13,
c'est donc c'est son maître d'arc qui parle. Et on va entendre dans ce court extrait une chose qui est évidemment la fameuse philosophie orientale, mais pas seulement. On va entendre ce que c'est que l'arc. Et même si ça paraît excessivement exotique, ce que je vais vous lire. Voici donc ce que dit le maître Awa Kenzo à Eugène Érigel, jeune étudiant de philosophie au Japon, en train de s'entraîner à l'arc. Et cependant, tout est si simple. Une pauvre feuille de bambou peut vous enseigner ce qu'il faut obtenir. Sous le poids de la neige, elle se courbe de plus en plus bas. La charge de neige dégringole soudain sans que pour cela la feuille ait bougé. Restez comme elle, au maximum de la tension, jusqu'à ce que le coup parte. En fait, c'est ainsi que cela se passe quand la tension est au maximum. Il faut que le coup parte. Il faut qu'il se détache de l'archet comme la charge de neige de la feuille de bambou, avant même qu'il n'y ait songé. Après expérience, c'est effectivement ça, le tir à l'arc. Qu'il soit zen ou pas zen, je veux dire que ce soit le tir à l'arc. C'est cette question qui est au cœur du tir à l'arc. Il faut ne pas vouloir. Voilà une drôle d'expérience. Ne pas vouloir qui s'accompagne d'un ne pas penser. Ce qui suppose donc avoir le projet de ne pas vouloir et se débarrasser de cette espèce de pensée qui viendrait nous permettre d'obtenir le résultat, c'est-à-dire d'atteindre la cible. Enfin, la cible, entendons-nous, ce qui est visé. Voilà donc une chose étrange. Parce que si on ne le réalise pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'arc, la visée à l'arc, ce n'est pas une opération. On ne peut pas dire comme avec les réticules d'une lunette de visée, on l'aligne sur sur le gibier, on tire. Avec une carabine, on aligne 2 points, le point de mire et la première et la deuxième mire. Et c'est une opération, donc on les aligne. Dans l'arc, pas du tout. On n'aligne rien du tout. C'est une sensation qu'il faut cultiver. Il faut cultiver la sensation de certitude. Troisième chose très étrange. Il y a un moment où quelque chose, comme dit si bien, et je reprends toujours cette expression, mais quelque chose paraît certain. Et c'est le moment où, étrangement, si l'on est vraiment préparé et que l'on a vraiment travaillé cette discipline-là, les doigts relâchent et libèrent la flèche. Mais ils ne le font qu'à la condition qu'il n'y ait pas une volonté d'atteindre le but et qu'il n'y ait pas une pensée en se disant il faudrait peut-être que je tire un peu plus à gauche, un peu plus en bas, un peu plus, etc., etc., etc. Tant qu'il y a de la pensée, il y a très très peu de chances d'atteindre l'objectif. Tant qu'il y a de la volonté, c'est-à-dire il me faut faire ça parce que je vais passer pour un imbécile ou parce que j'en ai marre de tirer des flèches qui partent à côté depuis tout à l'heure, etc., etc., etc. Ça ne marche pas. Il faut donc une détente qu'on pourrait appeler une sorte de désintéressement profond, mais extrêmement profond. Il ne faut plus en avoir rien à faire. Mais pourquoi ? Eh bien, justement, pour pouvoir y arriver, c'est-à-dire en étant tout à fait intéressé au résultat. Donc c'est un intéressement désintéressé, si vous voulez. Voilà une chose donc un peu étrange que je suis en train de raconter là. Mais, vous savez, un très bon tireur dans une équipe de boules fait ça à peu près aussi. Il a peut-être pas tout à fait le même caractère de la sensation, le lâcher de la corde, etc. C'est pas une arme de guerre, une boule, etc., etc. Et on redevient pas, donc on repasse pas par l'Antiquité quand on joue à la pétanque. Mais dans le tir à la pétanque, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Alors des fois on dit, mais comment vous faites pour viser avec un arc ? Enfin, ça n'est pas aligné, comment c'est possible ? Alors, le plus simple, c'est que lorsque vous vous serrez la main entre amis, vous n'avez pas besoin de regarder la main. En général, vous l'attrapez, mais sans avoir à la regarder. Mais ça, il y a des choses de cet ordre qui se passent avec l'arc. Chose assez curieuse. Donc une fréquentation extrêmement intime de la cible, mais d'une intimité qui est d'un autre ordre que celui technique de la visée, au sens où on l'entend de manière classique. Voilà. Alors, dire que c'est une certitude, c'est ce que dit ce maître zen, à savoir quelque chose décide. Il y a le quelque chose qui va décider. Ce quelque chose, c'est la certitude. Mais c'est une certitude qui n'est pas le résultat d'une opération de la raison, c'est le résultat d'une maîtrise de la sensation et d'une disposition profonde en soi d'une sensation, à savoir, c'est le moment.
Et c'est le moment qui décide. Et on lâche. Bon. Pour les expériences que j'ai pu faire en public, je vous dis que c'est effectivement quelque chose d'assez troublant, parce qu'il faut, tout à coup, quand on tire à l'arc en public, les gens ils veulent voir le résultat, évidemment, ils entendent parler de tout ce que je vous dis, ils disent, bon, on va voir ce qu'il fait maintenant. Quand même, on veut voir quelque chose de surprenant, etc. Ben, pour arriver à faire quelque chose de correct, il faut complètement oublier cette pression-là, ce contrat moral passé avec les gens qui viennent. Il faut totalement être profondément désintéressé. En y arrivant, ça marche. Voilà, mais il faut cette chose. Alors, voilà. Donc, pourquoi ? Eh bien, vous voyez déjà qu'avec ces deux caractéristiques de l'arc, on comprend mieux que les chasseurs à l'arc, de tous les peuples qui aient pu servir de l'arc, aient toujours entretenu un rapport relativement magique avec les arcs. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, chez les Sioux, ou même chez les Yana, enfin, en Californie du Nord, on entend dire ça, l'arc. Alors les femmes ne doivent pas passer à côté de l'arc, surtout si elles parlent ou si elles ont leurs règles, ou alors il ne faut pas enjamber un arc, ou alors il ne faut pas que l'arc soit tombé comme ci, comme ça. Ce n'est pas seulement une superstition qui est liée à l'instrument, il est fabriqué par les hommes, l'instrument. Mais c'est sans doute, on peut faire l'hypothèse que c'est lié au caractère immaîtrisable du résultat, et pour lequel il faut ce que je viens de dire, c'est-à-dire un paradoxe absolu. Ne pas vouloir pour vouloir, ne pas chercher pour trouver, etc., etc. Alors, je vais vous faire écouter un extrait maintenant de quelque chose, un film que vous connaissez tous sans doute. Je ne vous dis pas lequel, et la voix aussi est évidemment surprenante. J'ai préféré, bien que je l'ai mis dans le livre en l'ayant retranscrit, je préfère qu'on l'écoute parce que c'est quelque chose qui est profondément l'arc. Pour chasser le lion, il faut d'abord avoir un arc de combat. Wangari et Taïrou sont allés dans les buissons mêmes où vivent les lions, abattre une branche de daré. Ils ont choisi une branche qui a déjà la forme d'un arc. Et Wangari présente l'arc à la brousse. Il dit « Bête de brousse, regardez, voilà mon nouvel arc, voilà votre nouvel ennemi. » Un samedi matin de bonne heure, les chasseurs se préparent à fabriquer le poison. C'est une opération très grave, qui a lieu tous les 4 ans et à laquelle les femmes ne sont pas admises. On part en brousse, car c'est en brousse que se fabriquent les choses méchantes. Et les chasseurs s'arrêtent sous un arbre tokai, à l'ombre duquel les générations de chasseurs ont toujours préparé le nagui, le poison de flèche. Taïrou et son assistant Sidiki se déshabillent. Ils revêtent le benta, le caleçon qui en principe devrait être en cuir, qui était le seul vêtement des chasseurs et des hommes d'avant. Taïrou et Sidiki se sont rasés la tête pour se purifier. On creuse le foyer où l'on mettra l'eau à bouillir. Et, avec de la cendre, Taïrou, le chef des chasseurs, dessine un cercle magique, un keli, une enceinte. Personne ne pourra rentrer dans ce cercle magique. Personne. Personne, et surtout le mal, ne pourra pas y entrer. Il n'y a que Sidiki et lui qui, à l'intérieur, pourront fabriquer les choses graves et méchantes, le poison nagui. Alors, la grande opération commence. Les mains croisées, Sidiki fait cette fois le tour du vase qui est déposé sur le foyer. Place des poignées de nagui, des graines de l'arbre à poison. Ainsi, l'animal qui sera fléché aura les pattes liées, comme les mains du chasseur. Puis il prend le vase, et toujours les mains croisées, il le tourne dans le sens des 4 points cardinaux autour des pierres qui servent de foyer. Puis il tombe sur le sol. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche tombera sur le sol. Toujours les mains croisées, Taïrou prend une calebasse pleine d'eau et lui fait faire le tour du vase. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. La calebasse tombe en trébuchant. Ainsi, l'animal qui recevra la flèche trébuchera, qu'il s'enfuit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. L'eau de la calebasse a été puisée par une femme
extrêmement jalouse. Elle a été choisie spécialement dans le village pour sa méchanceté. Quand le vase est plein, Taïrou tombe sur le sol une deuxième fois. Il allume le feu. La paille qui sert à allumer le feu a été recueillie en brousse par une femme dont l'accouchement a été très difficile. Quand l'eau commence à bouillir, Taïrou, se servant d'une calebasse emmanchée d'un long bâton, remue la mixture en récitant les grandes devises du poison Boto. Li 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 Boto, bou 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 Boto, malheur, malheur Boto. Les ancêtres t'ont donné à Bio, Bio t'a donné à Sido, Sido t'a donné à Firsi, Firsi t'a donné à Boulassane, Boulassane t'a donné à Koro, et Koro t'a donné à moi, Taïrou. Le cœur de feu, le cœur n'est pas un chiffon, mais ton cœur est plus chaud que l'eau bouillante, mais ton cœur est plus chaud que la flamme du feu. Ti li 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 Boto, bou 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 Boto, tu es brûlant, et le vase est brûlant, c'est pourquoi tu veux t'échapper du vase brûlant. Tape sur le vase, brise le vase. Toi, Boto, qui refuse la honte et qui n'a pas de reconnaissance. Le soleil est chaud, l'ombre est chaude. Tu ne peux aller en avant, tu ne peux aller en arrière, tu ne peux aller en bas, tu ne peux aller en haut. Ti li 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 Boto. Voilà ton jour, Boto. Le feu de Diakadi a brûlé les 3 pierres sur lesquelles sont posés le vase. Et dans le vase est né un feu qui va brûler toute la brousse. Boto, voilà ton jour. Toi, le poison femelle qui fait plus de dégâts que le poison mâle. Ti li 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 Boto. C'est toi qui piques dans la viande. C'est toi qui piques dans la patte du lion. C'est toi qui piques dans les oreilles de l'éléphant. Celui que tu piques, même la patte, même l'oreille, celui-là, il se met à genoux. Taïrou tombe une nouvelle fois. C'était extrait de La chasse au lion à l'arc de Jean Rouch. Alors, peut-être pour appuyer un peu plus cette histoire d'étrangeté qu'il y a dans le fait de se saisir d'un arc, évidemment, cette étrangeté, on pourrait la rapporter à la question, et ça m'est venu pratiquement, comment dire, comme... sans préméditation, c'est une question d'origine, c'est-à-dire comme la présence de quelque chose d'enfoui, d'évident, mais en même temps très loin et en même temps très proche de soi, quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que se servir d'un arc, décocher des flèches et commencer à vivre dans la forêt avec un arc, c'est quelque chose de complètement bizarre parce que ce n'est pas un folklore de retour à ou d'imitation de, etc. C'est la sensation qui est à l'intérieur, qui est une sensation quand même assez brutale, ça demande un effort physique, mais ce n'est pas seulement ça. C'est un mélange d'attention extrême, de subtilité de raisonnement comme paradoxaux, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, et en même temps donc de vidage de la pensée au profit d'une parfaite adéquation technique avec du bois finalement et une corde. Et cette chose-là, je dirais qu'elle se double du fait que l'arc n'a pas changé visiblement depuis les origines. Pratiquement rien, c'est toujours une corde. Là, vous avez des pompons, mais ces pompons, c'est de la queue de castor, c'est tout simplement destiné à atténuer le bruit de la corde, parce que la corde, ça fait beaucoup de bruit, surtout sur des arcs de cette puissance-là. Et voilà, quoi, c'est sans plus. Le reste, ça n'a absolument pas changé depuis 20 000 ans, et on ne voit pas ce qu'on pourrait changer. Alors, il y a eu l'invention de l'arc à poulie, mais ça ne m'intéresse pas, et ça n'intéresse pas notre propos. Enfin, le mien, en tout cas, le propos. Donc, cette chose-là, un jour, je l'ai retrouvée chez un jeune archéologue qui était interrogé sur le champ de fouilles de Saqqara, en Égypte, et il a dit cette chose. Moi aussi, je voulais être archéologue, mais je suis resté arc, si vous voulez, et dans le logos aussi. Enfin, j'ai eu les deux, mais la combinaison n'est pas restée prisonnière de l'archéologie. Bon, mais c'était une passion que j'avais quand j'étais enfant, que je n'ai peut-être pas perdu non plus. Bref, ce jeune archéologue à qui on demande, mais qu'est-ce que c'est finalement l'émotion de l'archéologie? Qu'est-ce que c'est pour vous fondamentalement? Évidemment, c'est une mission d'Arte, vous vous en doutez, au type de question. Et il dit cette chose merveilleuse, il dit, bien, c'est que lorsque on peut exhumer un vase, mettons, qui a 4000 ans ou 3000 ans, au moment où je pose mes mains dessus, juste avant moi, il y a eu d'autres mains humaines qui se sont posées dessus. Et les 3000 ans ne comptent plus. Il y a une continuité immédiate du geste, de l'humain,
par le toucher du vase. Et il y a quelque chose qui tout à coup vous rend réceptif à une étrange sensation, qu'on pourrait dire la sensation, non pas de l'origine, mais la sensation d'une abolition du temps. Ce qui est à peu près la même chose. Enfin, en tout cas, qui ressemblerait beaucoup à ce qu'on pourrait appeler la présence de l'origine. Abolition du temps. Alors on peut en déduire un tas de choses, comme je l'ai fait par exemple, que l'origine est parallèle à nous et qu'elle n'est absolument pas derrière. Et donc en ce sens, Nietzsche n'a pas totalement tort de parler d'éternel retour, parce que la question c'est qu'elle n'a pas disparu, l'origine, ou le fond matériel, animal de notre être profond, humain. Notre animalité, surtout, on sait ce qu'il advient de cette animalité, de l'école en passant par tout le reste, qui est de la chasser en nous. C'est-à-dire, rien que l'expression « tu es bête » en dit largement long sur la chose. Mais on dirait même que l'amour pour les bêtes est une façon de faire revenir par la fenêtre ce qui a été chassé par la porte. On a chassé de nous l'animalité pour faire de nous des êtres... Enfin, on s'est tous entendus là-dessus et on y a collaboré. Mais en même temps, il semblerait que peut-être la protection des animaux soit une protection de la bête qu'on a perdue en nous, et retransfigurée sous forme de peluche, c'est-à-dire d'animal à longs cils, très gentil, auquel il manque que la parole, et qu'on fait dormir sur le lit, sur les fauteuils, ou bref, il y a un rapport comme ça, un peu, je dirais pas tordu, mais extrêmement inquiet à l'intérieur de notre espèce, qui est quand même la seule, je pense, existante, qui ait pu répudier sa nature, disons, les éléments premiers de sa nature. Mais les répudier au point que c'est quand même... tout le monde est allé à l'école ici, donc chacun a compris ce que ça voulait dire quand même, que de se détacher de l'animalité, quoi. Voilà, donc j'arrive à une question qui est peut-être le deuxième cœur de cette affaire, celle du camouflage. Eh bien, le camouflage dans l'arc est essentiel, mais il est essentiel dans toute la pratique de la chasse à l'arc et dans quelques peuples qu'il s'agisse. Enfin, en tout cas, dans n'importe quel peuple, la question du camouflage est toujours posée. Alors, le camouflage, d'abord, c'est quelque chose d'également totalement paradoxal. Je veux dire que c'est un art de l'insignifiance. C'est un art, le camouflage. C'est un art de l'insignifiance, c'est-à-dire qu'il faut se rendre profondément insignifiant aux yeux des bêtes, des animaux, et pour que non pas seulement qu'ils ne nous repèrent pas, mais qu'ils ne repèrent pas chez nous ce dont ils ont l'habitude, c'est-à-dire un prédateur féroce. Donc il faut non pas ressembler à quelque chose d'autre, même si ça, on y arrive, mais il faut surtout tâcher de ne pas ressembler à ce qu'on est, c'est-à-dire à un être humain, c'est-à-dire un être qui est planté sur deux pattes longues, avec deux autres pattes qui gesticulent en haut, et avec des oreilles comme ça, une figure plate, des yeux frontaux, et voilà. Et tous les animaux savent très bien, quand ils voient cette silhouette-là, qu'est-ce que c'est qui est derrière. Et ils savent que si ça ne cache pas un fusil, un hachoir ou autre chose, en tout cas, c'est dangereux. Il vaut mieux s'en aller tout de suite et pas se laisser approcher par cette chose. Donc, pour approcher les animaux, parce qu'il faut les approcher de près, je vous disais, on ne peut vraiment tuer un animal qu'à 18 et 20 mètres, et incise. Pourquoi ne peut-on tuer un animal qui est entre 18 et 20 mètres ? Eh bien parce qu'il y a une règle profonde chez les archers, et je crois qu'elle existe vraiment partout, dans tous les peuples. On ne blesse pas un animal inutilement, on doit le tuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il souffre le moins possible, il faut qu'il soit abattu, c'est-à-dire que ce soit le cœur qui soit atteint, et qu'il meure dans les 5-6 mètres qui suivent, sinon on ne tire pas. Alors évidemment, les archers tirent une fois par an sur l'animal, même s'ils partent toutes les semaines. La question n'est pas fondamentalement de faire un carton, elle n'est pas non plus de faire un exploit, ni une performance, ni rien du tout. Elle n'est pas liée à un concours, ni à un résultat. Elle est liée à une opération de synthèse, même de symbiose plutôt, entre le fait qu'il faut désirer cette viande. Troisième point, si on ne désire pas cette viande, et si on ne désire pas la manger, c'est inutile de tirer. À ce moment-là, il faut détendre l'arc, ce que personnellement je fais, parce que je n'ai pas assez faim pour l'instant encore pour pouvoir désirer profondément l'animal que je vois sous forme de viande à manger. Et lorsque je ne le désire pas, j'arme, je vise, et quand je suis sûr que je pourrais tuer, je détends. Et je remets la flèche, je fais un petit signe. Mais tout simplement parce que ça concerne ma propre situation et qu'il n'y a pas d'adéquation suffisante avec la viande. Parce que c'est de la viande qui est au bout, ce n'est pas un résultat. Bien, donc le camouflage, je reviens à ça parce que c'est fondamental. Ce qu'on connaît du camouflage, bien entendu, c'est
les patrouilles dans les gares, quoi. Oui, voilà, le truc, les types avec des tenues de brousse, des AK-47 ou je ne sais quoi, ou des M16, incroyable, quoi. Et s'il y a un truc qui ressemble pas à la brousse, c'est bien la gare, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez bien remarqué que si on veut vraiment se faire remarquer dans une gare, il faut se pointer avec un habit de camouflage de brousse. Et donc, ça veut dire que le camouflage dans une gare sert effectivement à repérer des équipes, enfin des militaires, des bataillons, tout ce que vous voudrez, mais qui sont là pour dire s'il se passe quelque chose, nous sommes là. Ils auraient pu employer un tout autre déguisement. Hein. C'est pas nécessaire d'être habillé en habit de brousse pour se faire remarquer. Ils pouvaient être habillés aussi avec des plumes, avec tout un tas de choses, avec des couleurs chatoyantes ou totalement violentes ou psychédéliques. Enfin, ça ne changeait rien. Puisque le problème, c'est qu'on puisse les voir et se sentir rassuré. C'est ça le but de la chose. Donc, vous voyez, j'ai un premier paradoxe quand même du camouflage. Et d'ailleurs, c'est devenu une mode. D'ailleurs, vous voyez, il y en a partout des gens qui ont tenu camouflage de brousse, alors qu'il n'y a pas du tout de brousse à Marseille, par exemple, non plus. Sauf un petit peu au Palais Longchamp, mais enfin, il faut se forcer, quoi. Alors, on pouvait toujours vous acheter un habit camouflage et aller vous installer au Palais Longchamp. Mais pour voir ce que ça donne dans les buissons, si ça marche bien, tout ça. Bon. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est très restreint comme usage, vous voyez ce que je veux dire. Tout le reste du temps, vous vous retrouvez avec une jupe, un pantalon, une veste, un machin, un foulard, un fichu, n'importe quoi, façon brousse. Bon, mais pour vraiment disparaître dans une gare, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut rendre les choses perplexes. Voilà. Alors, rendre tout le monde perplexe, vous vous mettez devant, je ne sais pas, devant le magasin de journaux de la gare, par exemple, vous voyez, et vous arborez une tenue où il y a le journal Libération, Le Figaro, etc., machin. Votre fusil lui-même est décoré comme le dernier prix Goncourt, et voilà. Et avec ça, et bien évidemment, là, on ne vous voit plus, on ne comprend plus d'ailleurs. Il y a une stupeur générale qui se produit dans la gare. Et vous avez une chance à ce moment-là, effectivement, de produire un effet choc, un véritable effet de camouflage. Sinon, je vais vous montrer quand même quelque chose d'important, si vous voulez voir ce que peut donner un camouflage, sachant qu'il ne doit pas ressembler à quelque chose d'autre. On va faire une petite démonstration. Quand même. Voilà. Ah, ben voilà. Bon, évidemment, si je mets ça, vous voyez bien, on se dit ça c'est du camouflage. Hein. Ça y ressemble en tout cas. Bon. Mais c'est peut-être pas suffisant. Alors, je vais mettre maintenant quand même un accessoire qui est propre au chasseur à l'arc. Ça va déjà mieux. Alors là, vous allez dire, non mais il y a quand même quelque chose d'un peu exagéré. Bon, je ressemble de moins en moins à un humain, c'est-à-dire je commence à ressembler à une motte de mousse ou je ne sais pas quoi, un truc qui rend perplexe l'animal, vous comprenez? C'est ça le but. Le but n'est pas de ressembler à une chèvre pour attaquer des chevreuils ou des sangliers. Le but est de le rendre perplexe en disant ce genre de bête, je n'ai jamais vu. C'est ça qu'il veut dire. Alors évidemment, vous pouvez quand même, voilà, mettre quand même un peu mieux de, voilà, ça c'est déjà un peu plus. C'est digne. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec ça, vous avez une chance d'étourdir un tout petit peu le sanglier, pas longtemps, mais le temps qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène, quoi. Voilà, ou alors ça, c'est quand même beaucoup mieux, et surtout si je fais ça. Bon, ces accessoires, évidemment, se trouvent partout dans les magasins de chasse, sauf les lunettes rouges. Ça, c'est sur le marché gitan de Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà. Donc, vous voyez, bon, là, l'animal est perplexe. Il me reste à peu près un quart de seconde pour tirer, le temps qu'il regarde tout ça en disant « Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Voilà. Bon, vous avez déjà compris ce que c'est que le camouflage dans la technique du tir à l'arc, pas du tout zen. Voilà. C'est pas tout. Mais c'est efficace. Dans le camouflage, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'autoconviction.
Il faut disparaître dans la matière du monde. C'est-à-dire quand on avance en suivant l'ombre en général des arbres, en se tenant dans l'ombre, en zigzagant pour épouser toujours le trajet dans l'ombre des arbres, se coller aux arbres, peu à peu, ce qui se fait, c'est une sorte d'imprégnation de cette matière autour de la forêt, par exemple, ou des lisières. Et peu à peu, il y a une sorte d'intériorisation, ou peut-être simplement de retrouvailles en soi de cette matière éperdue du monde, cette matière disséminée, faite de terre, de bois, de chair humaine, de tout ça. Et là-dedans, il n'y a plus soi et le monde. C'est à ce moment-là que le camouflage, le vrai camouflage, va commencer à fonctionner. Le maître du camouflage, c'est le lièvre, à mes yeux. Je vais vous raconter qu'est-ce que c'est que ça, le lièvre. C'est un art de l'insignifiance absolue. Vous voyez, un lièvre, c'est comme un lapin, beaucoup plus gros, évidemment. Mais contrairement au lapin qui court en zigzagant et dont on voit la queue toute blanche, donc très loin et très longtemps, ce qui est vraiment pas très malin, le lièvre, lui, a une technique de camouflage qui est extraordinaire, qui consiste à s'asseoir et à ne pas bouger lorsqu'il est vu, lorsqu'il sait donc, il va se mettre il est à quelques mètres de vous, mais avant que vous l'ayez vu, lui ne bouge plus. Et curieusement, il est tellement persuadé qu'il est invisible que vous ne le voyez pas. Ça, tous les gens qui chassent le lièvre ou qui élèvent des lièvres le savent. C'est une chose absolument extraordinaire. C'est une sorte de désapparence métaphysique, c'est-à-dire qu'il donne l'impression de ne pas être là tout en étant parfaitement là. Il vous surveille d'ailleurs avec les oreilles un peu basses. Et vous pouvez passer à 2 mètres, il ne bougera pas. Il sait que s'il bouge, il est foutu. Donc il ne bouge pas. Et la plupart du temps, vous ne le voyez pas. Mais vous ne le voyez pas parce que lui est convaincu d'être invisible. Enfin, d'une certaine façon, il vous en convainc aussi. Un ami m'a raconté un jour, alors que j'étais en train d'écrire ce livre, donc et que j'en étais à ce passage-là, qui me trouble beaucoup toujours, puisque le camouflage, c'est quand même la disparition de l'apparence, c'est-à-dire par rapport à l'importance que l'espèce humaine accorde à l'apparence, c'est quand même pas rien du tout. Ce travail de désapparence, ce travail d'insignifiance de soi, et c'est quelque chose de vertigineux qui peut être parfaitement tentant, et en tout cas, c'est certain pour moi. Voilà ce qu'il raconte. Un jour, il élevait des lièvres. C'était à Arles, et c'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance. Il élevait des lièvres, et il a appelé un ami en lui disant « Il faut que tu m'aides à retrouver les lièvres, ils se sont échappés, et il faut que tu viennes. » Il dit « Des lièvres, à la vitesse où ça court, ça paraît impossible, » dit cet ami. Il dit « Non, tu vas voir. Viens. » Bon, ils se pointent, et ils prennent le chemin, la longue allée qui va vers les marais, et il dit « Parle, surtout parle, sans arrêt. » Bon, ils parlent tous les deux, sans arrêt. Et tout en parlant, il dit, tu vois, il y en a un qui est juste à côté de toi, à 2 mètres. Mais ne le regarde pas, surtout ne le regarde pas. Bon, alors il passe, etc. Il dit, tu as bien vu, hein. Là, il y en a encore un à gauche, regarde-le, tu le vois pas. Ah, ben il est là à gauche, juste derrière toi. Ah oui, c'est ça, je le vois. Et il parlait des lièvres tout en marchant. Ils ont marché longtemps, arrivé assez loin, il dit, bon, maintenant on retourne, tu continues à marcher. Tu continues à parler, plutôt. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Et ils ont fait le parcours inverse. Et à ce moment-là, chaque fois, il se présentait, il l'attrapait par les oreilles, il mettait un sac. Tout ça parce que le lièvre, au 2e coup, était vraiment totalement persuadé de son invisibilité, cette fois-ci. Voilà. Maintenant, je voudrais terminer par ça. Il n'y a pas de chose à terminer là-dedans, mais peut-être aborder comme une forme de fin. Cette question, d'ailleurs, ça me revient à l'esprit. Vous savez, il y a quelques années de cela, peut-être une quinzaine d'années, alors certains d'entre vous étaient beaucoup trop jeunes pour avoir retenu cette histoire, mais il y avait un homme dont on a su par la suite qu'il était buraliste, tout simplement, qu'on surprenait dans toutes les grandes cérémonies, le mariage de la reine du Danemark, etc. Et on disait, mais qui est ce type? Mais qui c'est? Et on le voyait très près, généralement, des têtes couronnées, et on ne savait pas qui l'avait invité et qui il était. Un jour, on a fini par le retrouver, encore une fois, il était buraliste, dans un coin de France, je ne sais pas où. Mais on n'a jamais éclairci le pourquoi et le comment cet homme se retrouvait toujours comme un parfait invité des plus proches, donc des familles royales, belges, danoises, anglaises, etc. etc. Simplement, on s'est rendu compte en regardant les vidéos qu'il y avait toujours ce personnage qui était soit à côté du carrosse, soit... vous voyez, voilà, bon, c'est un lièvre. C'est une sorte de lièvre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, que les services secrets ne voient pas, qu'aucun garde du corps ne voit. Et à la fin, il faut une vidéo pour se convaincre qu'il est là et dire « Mais oui, il est effectivement là. Oui, bien sûr, il était là. » Voilà. Bon,
Je voudrais maintenant donc revenir et en terminer là-dessus sur cette question de qu'est-ce que c'est que ça, donner la mort, et à qui, et comment, et qu'est-ce qui se passe dans cette chose-là. Il se passe que dans la visée que j'ai racontée tout à l'heure, cette visée paradoxale qui consiste à presque se fondre dans la cible, ou en tout cas à ne pas avoir de quant à soi, ne pas avoir d'ego, évidemment, si c'est le cœur d'un animal que l'on vise, c'est tout à fait différent. Parce qu'il faut le voir, il faut le sentir battre et savoir ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on va le tuer, on sait très bien ce qu'on va faire, ce qu'on ne ferait pas avec un autre instrument pour tuer. Là, il faut le sentir presque organiquement pour que le tir soit juste. C'est pourquoi c'est très difficile. Non pas de l'atteindre, mais c'est très difficile si on le fait consciemment, parce qu'on sait que si on le sent, on sent cette présence du cœur, et qu'on sent la justesse, le fameux quelque chose dans le tir, eh ben, il n'y a plus de rémission, il n'y a pas de retour arrière possible. Une flèche comme ça traverse un buffle, donc elle traverse n'importe quoi, même une porte ou autre chose. Une fois que la flèche est lancée, c'est fini, l'animal est mort. Mais il faut le manger, parce que ça a été fait pour ça. Donc il faut que tout ça soit cohérent. Mais, et c'est ça l'aspect tout à fait nouveau, c'est que cet animal qu'on va manger, ou cette chair que l'on va manger sous forme d'un animal tué, auquel il a été, entre guillemets, donné la mort, c'est-à-dire qu'il a été tout simplement tué, donc qui a été soustrait du vivant, lui aussi, d'une certaine façon, participe de toute une chaîne du vivant, comme on y participe. Et autant le camouflage que la visée dans l'arc vous propulse à vous défaire de vous-même et finalement à ne plus être séparé du monde, à opérer des jonctions avec, aussi bien avec le sanglier, si c'est de lui qu'il s'agit, qu'avec les arbres, lorsqu'il s'agit de se camoufler. Il y a un moment, comme ça, qui est un moment de déphasage de l'ego, de déphasage de rapport au monde. Il n'y a plus de rapport au monde. On est le monde. On le devient, le monde, comme, par exemple, Roland pouvait parler de sentiment océanique, c'est-à-dire cette confusion de soi avec l'océan, avec les nuages, etc. C'est aussi de cela qu'il s'agit dans le tir à l'arc. Et l'efficacité du tir à l'arc vient de là. Alors, ce qu'il en résulte, c'est que soi et l'autre sont dans un rapport de confusion extrême, à un moment donné. Aussi, j'ai appelé cette chose-là la fraternité cannibale, et je vais donc finir en vous lisant un texte de ce livre-là, mais dans l'ordre qui était, comment dire, qui semblait juste pour pouvoir dire que c'est un discours pour la mort du sanglier, donc un discours au sanglier mourant, et évidemment, il supposait un protocole vis-à-vis du sanglier que je vais donc reproduire ici. Je suis là, face à toi, pour que tout devienne certain.
pour que tous tes soupçons disparaissent et qu'une réalité simple les remplace. Cette réalité, c'est celle qui est en face de toi, sous cette forme humaine, accroupie, et qui te regarde. Je suis là à me montrer pour que tu puisses t'assoupir pour la première fois sans crainte, sans plus avoir à craindre l'inconnu de la mort. Plus rien de grave ne peut advenir, plus rien, plus aucune peur. Le danger n'existe plus, tout a déjà eu lieu. Meurs en paix à présent, doucement, ne bouge plus. Les lames ont été longuement aiguisées ce matin pour que la mort vienne vite et sans trop de souffrance. Pour qu'aucune violence, ni aucune douleur déchirante ne vienne troubler ta disparition du monde des vivants. Je sais que tu me tuerais si tu pouvais le faire, comme je le peux, et je respecte cela. Comme je sais que tu ne juges pas le fait que je puisse te tuer à l'instant. Juger est l'affaire des espèces faibles, celles qui connaissent la plainte, l'explication, le péché, la confession et le pardon. Ni juger, ni fuir. Conviens-en. Si tu m'avais trouvé là, sur un bord de route, agonisant, et que tu aies eu faim, tu m'aurais sans doute achevé et mangé. Et je t'aurais donné raison, même en criant de douleur, même en essayant de te mordre aussi ou de te crever les yeux. C'est ma chair qui t'a tué, c'est elle qui a visé. C'est elle qui a décidé du moment opportun, qui a décidé de la décoche. Elle est ce quelque chose qui a décidé et qui a tiré. Ce quelque chose qui s'est confondu un instant avec toi et qui, se confondant à toi, a su t'atteindre. Car cette chose, c'est moi aussi. Et t'atteignant, je savais que je m'atteignais aussi. Cette chose, c'est elle, c'est toi, c'est moi, occasionnellement séparés et distincts. La vie te quitte et je suis avec toi confondu dans un songe. Comme lorsque je visais ton cœur tout à l'heure et que mon esprit s'y était abandonné. Comme lorsque la flèche lâchée, j'ai su qu'elle allait t'atteindre, c'est-à-dire aussi me rejoindre. Tout cela toujours comme dans un rêve. La vie te quitte, mais elle entrera bientôt en moi. Et nous serons une seule et même vie continuée, sous d'autres formes, sous d'autres aspects, avec d'autres appétits de chair et d'autres appétits de nourriture nouvelle. Rien ne viendra te détromper dans ce que tu tenais pour une angoisse et une certitude. Rien ne viendra non plus t'infliger l'humiliation d'avoir eu peur pour rien. Je te mangerai, et te mangeant, tu deviendras moi comme je deviendrai toi. Tu deviendras moi, ton ennemi, ton assassin, et je deviendrai toi qui ne m'as pas tué et qui meurs devant moi. Et tu deviendras ma chair en te mêlant à la mienne et au sang qui l'irrigue. Et tu deviendras celui que tu as craint de rencontrer partout et qui t'a aussi cherché et attendu, en rêvant sur les traces que tu laissais dans l'argile des chemins ou sur les troncs d'arbres, ton compagnon fatal. Mais je dois te dire encore une chose, et très humblement. Je suis profondément triste de ce que mes semblables ont fait de la terre sur laquelle tu as vécu et sur laquelle il t'a été de plus en plus difficile de vivre et de circuler librement, comme tes ancêtres l'ont toujours fait. Partout, ce ne sont que routes, grillages, barbelés, constructions et engins de mort qui roulent en tous sens et ne destinent leur massacre, eux, à aucun repas. Ce qu'ils ont fait n'arrange nullement la vie des êtres vivants qui peuplent ce monde, pas même leur vie à eux. Un jour, sans doute, les humains ne chasseront plus et ne mangeront plus tes semblables. Ils auront changé leur regard sur vous. Ils se seront éloignés un peu plus encore de ce qui fut si longtemps leur nature profonde. Ils ne mangeront plus ni ne tueront plus les animaux des forêts. Mais comme eux, alors, tes semblables disparaîtront, parce que les humains auront transformé la terre à leur façon, et selon leur imagination qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'aura été la vie ici-bas depuis qu'elle existe. Le monde sera devenu un grand parc d'attractions. On vous y apprendra à être des bêtes comme ils l'entendent, et il n'y aura plus de place pour tes semblables, ni plus de place pour les humains comme moi. C'est une chose extrêmement troublante. Au fur et à mesure que ce monde se transforme sous la main des hommes, ma proximité avec toi me semble de plus en plus réelle. Et j'ai de plus en plus souvent la sensation de vivre moi aussi dans la part d'ombre de ce monde, du côté des forêts, des sous-bois, des taillis, hors de la pleine lumière. J'ai de plus en plus l'impression d'appartenir avec toi à une histoire passée qui nous aurait laissés l'un et l'autre sur le bord de la route. C'est comme connaissance ancienne que je t'ai cherché, que je t'ai vu et approché. Et c'est en connaissance de cause et de toi et de moi, depuis cette familiarité entre voisins et frères sur la terre, que d'un geste qui échappe à toute histoire, je découperai et préparerai ta chair afin qu'elle continue son chemin chez quelques-uns d'entre nous, les êtres humains. Nous sommes la chair qui mange la chair qui mange est celle qui est mangée.
Nous sommes le tireur, la flèche, la cible. Nous sommes sans regret le monde du vivant. La chair que nous mangeons nous a déjà mangés. Merci.